Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat et mon avis concernant donc No Mercy. Donc c'était le deuxième pay-per-view de SmackDown, donc post-brand split. On avait eu Backlash qui était plutôt bien, on va pas se le cacher, et donc du coup on attendait de voir si No Mercy pouvait faire aussi bien, voire peut-être même mieux que Backlash. Donc je vais commencer directement par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait à Sacramento en Californie, donc c'était au Golden One Center, donc qui était sold out. Donc c'était forcément le 9 octobre, ça me paraît tout à fait normal, hein. Et donc le thème musical du pay-per-view, donc c'était No Mercy, donc de Kit. Un thème que j'ai vraiment bien aimé, qui colle donc parfaitement en fait à la thématique du pay-per-view. Et en plus de ça, vraiment un thème très sympa. Seul défaut, c'est qu'il est pas très long, il dure un petit peu plus de 2 minutes. C'est dommage qu'il dure pas genre 4 minutes, c'est vraiment dommage. Mais sinon, le thème en lui-même était vraiment bien. Je vous conseille d'aller l'écouter si vous ne l'avez pas entendu. Donc voilà. Donc juste avant d'attaquer le pré-show, je tenais juste à faire une petite précision. Si ma voix est pas comme d'habitude, c'est normal, je suis un petit peu malade. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, donc on va pouvoir entamer le pré-show. Donc on avait un 8-man tag team match, donc on avait American Alpha et les Hype Bros qui étaient en équipe contre les Vaudevillains et The Ascension. Je vais vraiment pas rester longtemps sur ce match. Donc victoire de American Alpha et des Hype Bros. J'ai vraiment regardé le match d'un seul œil, j'étais vraiment pas emballé par le match, je vais pas vous le cacher. Sinon, j'ai noté trois petites choses lors du pré-show, on a eu quelques news. Donc, première news, Becky Lynch qui devait défendre son titre Women's de SmackDown n'a pas pu le défendre car elle était blessée. Donc ça c'est pas vraiment une surprise hein, parce qu'on a eu beaucoup de news par rapport à ça, quelques heures même le jour d'avant, donc c'est pas vraiment une surprise. Mais Daniel Bryan a annoncé donc que Alexa Bliss aura bien son match de championnat donc contre Becky Lynch, mais ce sera lors de SmackDown du 8 novembre. Donc voilà, ce sera je crois en Écosse. Donc ça risque d'être assez intéressant. La deuxième news, donc c'est Kurt Hawkins qui devait faire ses débuts lors de No Mercy. Donc en fait, il a fait ses débuts lors du pré-show. Et finalement, en fait, non, il n'a pas vraiment fait ses débuts puisqu'il n'a toujours pas catché. Et il nous a dit qu'il avait un Kurt Hawkins fact, c'est qu'il allait débuter cette semaine à SmackDown. Sauf que mon cher Kurt, j'ai rien contre toi, mais ça fait près d'un mois que tu dois commencer la semaine d'après. Ça fait un mois que le mec nous dit je commence la semaine prochaine. Au bout d'un moment, tu faudra pas s'étonner si les gens ont zéro hype quand il va vraiment débuter dans le ring. Enfin, je veux dire, non mais franchement, la WWE, par moment, j'ai vraiment du mal à les comprendre. Qu'est-ce que ça leur aurait coûté de lui donner un pauvre jobber ou un catcheur qui est là pour mettre over les autres? J'en sais rien. Mais pourquoi repousser encore et encore ces débuts? Ça ne rime absolument à rien et ça saoule les gens plus qu'autre chose. Et enfin, la dernière news de ce pré-show, c'est tout simplement le retour du pay-per-view Elimination Chamber, donc qui fera son retour l'année prochaine, si je me trompe pas. Ce sera en fait le dernier pay-per-view juste avant WrestleMania. Donc c'est une très bonne nouvelle et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de fans. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour le pré-show et pour les news qui sont tombées pendant le pré-show. Donc on va pouvoir commencer par l'opener qui est une grosse surprise, hein. Donc c'est en fait la news est tombée justement environ une heure avant le pay-per-view. Donc on avait le triple threat match pour le WWE World Heavyweight Championship entre AJ Styles, John Cena et Dean Ambrose. Donc choix très surprenant, mais ensuite ça a été confirmé que c'était en fait par rapport au débat présidentiel entre Hillary Clinton et Donald Trump qui tombait, je crois, si je ne me trompe pas, à 3 heures. Donc du coup ils ont voulu faire le main event en premier pour que les gens, pour qu'il y ait un maximum de gens devant leur écran. Ce qui peut se comprendre, mais c'est vrai que c'était vraiment très surprenant. Avant qu'on ait l'explication, c'est vrai que je comprenais vraiment pas. Et ça fait très... c'est vraiment bizarre, voilà. Après, vous connaissez mon avis, pour moi, normalement, le champion poids lourd de la fédération ou de la bande devrait main eventer le show. Là, bon, ça peut se comprendre à la rigueur, voilà. Là, au moins, il y a une explication, donc j'ai pas râlé. Donc le match entre Styles, Cena et Ambrose qui a duré un peu moins de 22 minutes, donc c'est une bonne durée. Donc alors le match en lui-même, j'ai quand même noté pas mal de choses. Donc alors niveau des choses qui m'ont marqué, il y a un truc déjà qui a été pas du tout logique, pas du tout crédible.
Et je le répète, je dis pas ça parce que c'est Ambrose, parce que je vois déjà les gens me dire que je m'acharne dessus. Je m'acharne pas dessus. Là, ça aurait été n'importe qui, ça m'aurait choqué. Donc, je vais vous remettre dans le contexte. On a eu un Styles Clash de AJ Styles sur Dean Ambrose. Donc jusque-là, rien de ouf. Ensuite, juste presque dans la foulée, on a Styles qui a porté son Calf Crusher sur Cena. Et donc, pendant qu'il portait sa prise de soumission, qui c'est qui arrive? On a Dean Ambrose qui vient casser le Calf Crusher de AJ Styles. Ou alors c'était le STF de Cena, je m'en souviens plus. Je sais que c'était une prise de soumission. Ouais, mais what the fuck, enfin, je veux dire, Ambrose s'est pris un Styles Clash genre 15 secondes avant. Et là, il arrive, il intervient normal. Ouais, non, bah déjà, ça c'est pas logique. Hein. Sinon, à la fin du match, donc, on a eu un Calf Crusher de Dean Ambrose, oui. Dean Ambrose qui a porté un Calf Crusher, il a tellement pas de prise dans son arsenal qu'il est obligé de piquer les prises des autres. Oh, c'est bon, je rigole, vous énervez pas, je rigole, c'est bon. Et le STF de Cena, donc les deux qui portaient leurs deux prises de soumission en même temps sur Styles, qui finalement donc a dû abandonner. Forcément, on connaît la suite. Les deux clament qu'ils ont gagné. Finalement, l'arbitre du coup dit qu'il n'y a pas de vainqueur, donc on continue le match. Et puis à la fin, on a John Cena qui a porté son Attitude Adjustment du haut de la deuxième corde sur Dean Ambrose. Et finalement, on a Styles qui a frappé Cena avec une chaise pour conserver le titre. Je reviendrai à cette fin-là un petit peu plus tard. Je vais juste donner mon avis global sur le match avant. Personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'était un bon match, voilà. J'en attendais peut-être un petit peu trop. Je vais pas dire que j'ai été déçu, ce serait sévère. Mais c'est vrai que, je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je dis pas que c'était mauvais, mais bon, voilà. J'ai eu l'impression qu'Ambrose a souvent été, je sais pas, mis hors du ring. Ou j'ai vraiment l'impression que ça se concentrait vraiment autour du style de Cena. Et qu'Ambrose venait de temps en temps en passant sa tête, genre YOLO. Je viens porter une prise par-ci par-là. Bon, après, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Mais sinon, le match en lui-même était cool. Voilà, le match était cool. Après, franchement, j'ai vu bien mieux cette année. Mais c'était quand même un bon match. Après, j'ai été un petit peu déçu. Voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Et puis surtout, ce qui m'a vraiment déçu, c'est la fin. La fin, on est d'accord, c'est une fin nulle à chier. Enfin, Styles qui bat Cena, c'est pas ça qui me choque. Mais avec un coup de chaise. En plus, je crois vraiment qu'il en a seulement mis un, quoi. C'est même pas comme s'il a mis deux coups de chaise, il en a mis un. Genre, donc tu bats Cena, qui est 15 fois champion du monde, qui à l'époque où il était en mode Superman, parce qu'il y a une époque où il était vraiment en mode Superman, le mec se prenait ça, mais x10, le mec revenait tout le temps dans le match. Et donc là, tu vas me dire qu'avec un coup de chaise, Styles bat Cena. Si c'était si facile que ça, Cena aurait certainement pas été 15 fois champion du monde. Euh, ouais, donc j'ai vraiment pas compris et j'ai vraiment trouvé cette fin vraiment nulle à chier. J'insiste dessus, c'était vraiment nul. Ça m'a vraiment choqué, mais en négatif en fait. Je me suis dit, on se fout de ma gueule, sérieusement. Alors, je conçois, le match a duré 22 minutes, les catcheurs sont fatigués, ça je peux comprendre. Et voilà, un coup de chaise à ce moment-là du match, ça fait pas du bien, je comprends. Mais tu ne peux pas pin John Cena, Monsieur John Cena, avec un simple petit coup de chaise dans le dos. Non, désolé, ça ne passe pas. Et c'est vraiment ça en fait qui a gâché pour moi le match. Parce que le match en lui-même est bon. Mais la fin, mon dieu, c'était nul à chier quoi. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Styles qui conserve, ça me fait plaisir. De toute façon pour moi c'était le résultat à faire. Pas déçu par rapport à ça. Ensuite, le deuxième match, c'était le match dont j'avais le moins d'attente normalement. Je dis bien normalement, parce qu'il y a un match qui a surpassé ça au final. Donc c'était Nikki Bella contre Carmella, donc match qui a duré un peu plus de 8 minutes. Donc c'est pas très long, mais on va dire que ça passe. Disons que c'est toujours pareil. En 2016, 8 minutes pour un match féminin, c'est pas très long. À l'époque, en 2009 par exemple, c'était même limite une très bonne durée. Donc au final, bon bref. C'est toujours très dur de donner son avis par rapport à ça. Bref, donc le match en lui-même, j'ai trouvé que ça ressemblait plus en fait à un match de diva qu'à un match women's. On a beaucoup eu de tirage de cheveux de la part de Carmella sur Nikki Bella. Et ça m'a dérangé en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus en 2009, on est en 2016. Et tirer les cheveux de temps en temps, moi ça me dérange pas. Hein, mais là c'était limite que ça. Alors oui, elle a porté des prises de soumission
Oui, elle s'est vraiment battue, oui, ok, d'accord. Mais les tirages de cheveux comme ça, ouais, ça m'a vraiment dérangé. Et puis qu'elle arrête aussi avec ses moonwalks, je veux dire, au bout d'un moment, t'es dans un match de catch. Bon, voilà, bref. Sinon, donc, ouais, le match était vraiment pas transcendant. J'ai noté que Nikki Bella avait gagné avec son TKO. Euh, Pas vraiment de surprise, elle s'est fait dominer pendant des semaines à SmackDown par Carmella. Si Carmella gagnait, elle enterrait Nikki Bella, donc au final, c'est un résultat qui ne me surprend absolument pas. J'ai noté également que Carmella avait porté sa prise de soumission, mais finalement Nikki avait réussi à aller chercher les cordes, donc c'est sa prise avec ses jambes. Donc sinon voilà, je vais vraiment pas rester longtemps sur ce match parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire dessus. C'était un match féminin qui était vraiment pas terrible. J'ai vu largement mieux cette année dans le main roster. Donc j'ai mis 6 sur 10 en prenant en compte quand même que j'ai tendance à surnoter les matchs féminins. Voilà, 6 sur 10, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, on n'avait pas non plus un match qui m'emballait de ouf, mais j'avais quand même plus d'attentes parce qu'il y avait un enjeu. Donc c'était pour les WWE Tag Team Championship. Donc on avait Rhino et Heath Slater de Beauty and the Beast face aux Usos qui changent d'habit à chaque match. Donc c'est assez bizarre. Au moins ils sont propres, on peut pas leur enlever ça. Donc alors le match a duré un peu plus de 10 minutes, donc c'est correct on va dire. Le match en lui-même, donc, j'avais vraiment pas trouvé leur match à Backlash exceptionnel. J'ai pas non plus trouvé ce match-là exceptionnel, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu mieux que ce qu'on a eu à Backlash. Après, c'était pas non plus incroyable. J'ai noté que les Usos avaient travaillé à deux pendant une bonne partie du match sur Rhino, qui finalement, à la fin du match, a réussi à aller faire le tag avec Heath Slater, qui a été over as fuck. Slater, c'est incroyable, hein, les pops qui se prend, c'est incroyable. Donc j'ai noté que j'ai vraiment cru à un moment que les Usos allaient gagner le match, puisqu'on a l'un des deux Usos qui a porté son Tequila Sunrise sur Slater. Slater qui était à deux doigts d'abandonner, finalement Rhino a cassé la prise. Et presque derrière, on a Rhino qui finalement ensuite a réussi à faire le tag avec Heath Slater et qui a porté son gore donc finalement sur l'un des deux Usos. Désolé, ça fait plus de 6 ans que les mecs sont dans le main roster, j'ai jamais réussi à savoir qui était Jay, qui était Jimmy, désolé. Et je pense que je suis vraiment pas le seul dans ce cas-là. Mais donc voilà, victoire donc de Rhino et Heath Slater. C'est une bonne chose honnêtement, j'ai vraiment été surpris, je m'attendais vraiment à ce qu'ils perdent les titres. Donc surpris en positif du résultat de ce match-là. Sinon le match en lui-même était cool, enfin correct, voilà, il y avait vraiment rien de transcendant encore une fois. J'ai donc mis la note de 6 sur 10. J'ai vraiment, encore une fois, rien à dire de plus sur ce match. Ensuite, on va arriver à un match dont j'avais absolument aucune attente de base, mais normalement était prévu dans le pré-show. Finalement, je pense, vu avec la blessure de Becky, je pense qu'ils ont dû changer leur plan. On a donc Baron Corbin contre Jack Swagger, donc dans le pay-per-view. C'est vrai que Jack Swagger, Baron Corbin, ça sonne pay-per-view quand même, hein. Ah franchement, moi je dis ça vaut main event de WrestleMania. Non sérieusement, Swagger Corbin, je sais pas ce que ça fout en pay-per-view ça sérieusement. Donc autant vous dire que j'étais pas du tout hypé pour ce match, je l'attendais pas du tout. Match qui a duré un peu plus de 7 minutes, donc c'est pas très long mais on va dire que ça passe. Heureusement d'ailleurs que ça n'a pas été plus long, enfin voilà, je pense qu'il y avait personne qui attendait ce match sérieusement. J'ai noté que Baron Corbin s'était concentré donc sur la main gauche de Jack Swagger pendant une grosse partie du match. Donc je vais encore une fois pas rester longtemps sur ce match parce que j'ai vraiment rien à dire dessus. Enfin j'ai vraiment presque rien à dire dessus. Et juste en fait à un moment ça m'a fait rire. Donc on a eu donc ce travail de Corbin sur la main gauche de Swagger. Donc on a Swagger qui a tenté une première fois le Patriot Lock finalement, donc il n'a pas pu porter la prise suite donc au travail sur cette fameuse main gauche. Et donc là je me dis bon bah voilà, il sait le travail de Corbin, pas de problème. Et plus tard dans le match, donc normalement si on suit la logique, si t'as mal au début, plus le temps passe et plus la douleur devrait soit s'amplifier ou s'installer. Donc à la fin du match presque, hein, le mec te porte le Patriot Lock. Où est le putain de selling? Alors ça je pense que pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo résultat de Night of Champions 2015, vous connaissez déjà mon point de vue là-dessus. Mais c'est nul à chier. Je supporte pas ça. Déjà moi en général, j'aime pas les catcheurs qui se concentrent sur une seule partie du corps de l'adversaire.
ça a tendance à me saouler. Euh, Quand le selling de son adversaire est là, ça me dérange beaucoup moins. Parce que voilà, au moins le mec vend qu'il a eu mal, et le mec vend le travail de l'adversaire, donc c'est crédible, on y croit. Mais là, non seulement on a eu un match qui était boring as fuck, mais en plus de ça, t'as Swagger qui scelle même pas ça. C'était nul à chier quoi. Enfin, non mais vraiment, mais nul à chier. Ah ça m'a énervé, pourtant j'attendais pas ce match. Bah alors ça m'a vraiment saoulé. C'est totalement con, c'est pas crédible quoi. C'est pas logique, putain. Tu travailles pendant un quart d'heure sur la main de l'autre, et après le mec il peut la première fois au début du match il arrive pas à porter sa prise. En fin de match il l'a fait normal. Non mais sérieusement quoi. Bref. Je vais revenir à la fin de ce match parce que ça m'a bien énervé ça. Donc en fait à la fin, pendant que l'arbitre avait le dos tourné, on a Corbin qui a aveuglé Swagger en fait et qui a enchaîné avec le End of Days. Donc voilà, Corbin qui bat Swagger, aucune surprise. Voilà tout simplement. Je pense que la rivalité va continuer malheureusement parce que je pense que personne n'attend cette rivalité, personne n'attend la suite. Et au niveau de la note, j'ai mis 4 sur 10. Déjà que le match était vraiment pas terrible, mais alors le fait de ne pas sell ce travail sur la main gauche là qui nous a fait chier pendant tout le match, ça m'a vraiment pété les couilles. Donc j'ai mis 4 sur 10. Plus jamais je veux voir un Baron Corbin Jack Swagger en pay-per-view. Vraiment non. Très mauvaise idée. Ensuite on va passer au match du pay-per-view pour moi, et je pense qu'en disant ça je vais choquer personne. Donc c'était pour le titre intercontinental. Donc c'était Dolph Ziggler contre le Miz. Donc c'était le titre du Miz face à la carrière de Dolph Ziggler. Juste avant de revenir au match en lui-même, j'ai pas compris. C'est-à-dire que quand on a annoncé que le Triple Threat match allait ouvrir le show, j'étais mais sûr à 2000%. Je me suis dit mais c'est génial, le titre intercontinental va clôturer le pay-per-view. C'est génial. Franchement j'étais vraiment content par rapport à ça. Parce que voilà, c'est un titre que j'aime vraiment beaucoup, qui a énormément de prestige, qui a beaucoup d'ancienneté aussi, qui a vu beaucoup de grands catcheurs porter cette ceinture. Et je me suis dit, c'est vraiment bien quoi. Et en plus de ça, ça me faisait plaisir par rapport à eux, parce que voilà, ils avaient vraiment une rivalité prenante, les gens étaient intéressés par cette rivalité. Et puis finalement, bah non. Donc j'ai vraiment été choqué et vraiment déçu. Vraiment déçu. Parce que pour moi ils auraient vraiment mérité de clôturer le show. Mais bon bref, c'est comme ça hein. Donc je vais revenir donc sur le match en lui-même. Ils avaient fait vraiment un bon match lors de Backlash. Bah, ils ont encore une fois assuré pour No Mercy. J'ai vraiment adoré ce match encore une fois. C'est vrai c'est vrai que le Miz a ressorti un petit peu les mêmes choses qu'il avait fait à Backlash, c'est-à-dire les dropkicks dans le coin comme Daniel Bryan. Voilà, il est un petit peu encore une fois moqué Daniel Bryan, mais sinon le match était encore une fois excellent, avec ce coup-ci une petite touche d'overbooking en plus. Surtout qu'en plus de ça, donc on a les deux qui se sont relevés des finishers de l'autre. On a Ziggler qui s'est relevé, je crois, de 2 Skull Crushing Finale. On a le Miz qui a résisté au zigzag et au super kick. Donc c'était vraiment pas un finisher match, parce que c'est monté crescendo et ça a été bien fait. Les deux se sont relevés du finisher de l'autre, donc c'était bien. On a Maryse qui a triché comme un Backlash, donc qui a sorti le spray. Finalement, ça n'a pas suffi. On a même le Spirit Squad qui est intervenu en la faveur du Miz. Finalement, ça n'a pas suffi non plus. Finalement, l'arbitre donc a dégagé le Spirit Squad et Maryse en backstage. Et finalement, eh bien, c'est le Miz qui a perdu son titre intercontinental suite à un super kick de Dolph Ziggler. Donc alors mon avis sur cette victoire de Dolph Ziggler, alors je suis pas le plus grand fan de Ziggy. Maintenant son dernier titre à la WWE sans me tromper remonte à 2014, et je crois d'ailleurs c'était le titre intercontinental. Donc c'est pas comme si son dernier titre remontait à il y a 2 semaines. Donc ça me dérange pas trop de ce point de vue là. Maintenant ce qui me dérange, c'est le règne du Miz qui était vraiment très bon, vraiment très intéressant. Il a vraiment redonné de la valeur à ce titre, du prestige. Et je suis vraiment déçu qu'il le perde face à Ziggler. Et j'ai rien contre Ziggler, mais j'aurais vraiment aimé que ce soit par exemple un Samoa Joe ou vraiment un gros catcheur qui vienne lui chercher le titre.
Et ouais, je trouve ça dommage en fait. Mais sinon, le match en lui-même et la rivalité en elle-même étaient vraiment, vraiment bonnes. Bravo les deux, vous avez géré encore une fois. Pour moi, ça a été le meilleur match de la soirée. Le match a duré un petit peu moins de 20 minutes et j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Encore un match vraiment, vraiment pas terrible. Donc c'était Naomi contre Alexa Bliss. Donc Naomi qui a dû, on va dire, prendre la place de Becky. Donc c'était un match sans enjeu. Donc comme pour le Kane contre Bray Wyatt, ce match-là, j'ai pas été trop sévère, on va dire, dans le sens où c'est certainement un match qui a dû être préparé à la dernière seconde. Donc forcément, fallait pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. En plus de ça, donc le match a duré 5 minutes 30, donc c'est vraiment vraiment pas long. Donc j'ai noté que Alexa Bliss avait travaillé sur le bras gauche de Naomi pendant une bonne partie du match. Finalement, à la fin du match, on a Alexa Bliss donc, qui a voulu porter un cross armbreaker justement pour faire abandonner Naomi. Et finalement, Naomi la contre en roll-up, enfin en petit paquet, pour gagner le match. Donc vraiment surpris qu'ils aient fait gagner Naomi. Ça crédibilise absolument pas Alexa Bliss. Si vous voulez mon avis, d'ici le retour de Becky, je pense qu'ils vont faire plusieurs affrontements entre Naomi et Alexa Bliss. Et je pense qu'Alexa Bliss va prendre le dessus sur Naomi lors des prochains SmackDown, histoire de rectifier le tir. Mais sinon, donc le match en lui-même était vraiment pas terrible. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment pas resté longtemps parce que j'ai vraiment presque rien à dire dessus. Et donc au niveau de la note, j'ai mis 5,5 sur 10. J'ai voulu mettre un petit peu plus de la moyenne. J'ai tendance à surnoter les matchs féminins. J'ai voulu être gentil. Voilà, pour une fois que j'ai envie d'être gentil. Enfin bref, voilà. Et enfin le main event of the evening. Donc c'était Bray Wyatt contre Randy Orton. Match que j'attendais, mais pourquoi mettre ça en main event? Pourquoi mettre ça en main event? Non mais c'est du n'importe quoi, sérieux. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des catcheurs que j'aimais pas. Hein. Je veux dire, c'est une rivalité que j'ai trouvé intéressante. C'est une affiche qui m'intéressait. C'est même pas par rapport au fait que j'attendais pas le match. Hein. Mais de où Bray Wyatt contre Randy Orton, c'est le main event de No Mercy. Enfin, j'ai vraiment pas compris. Et je le répète, mais le match pour le titre intercontinental aurait vraiment dû clôturer le pay-per-view qui en plus de ça était le meilleur match de la soirée. Donc j'ai vraiment pas compris ce choix là. Donc sinon le match en lui-même, j'ai presque rien noté dessus. Pourtant il a duré un peu moins de 16 minutes, donc c'est le troisième match le plus long de la soirée. La durée est bonne, mais c'est vrai que j'ai presque rien noté. Le match était assez lent. Je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est vrai qu'il était vraiment pas terrible. J'ai été un petit peu déçu. J'attendais mieux de ce match, je vais pas vous le cacher. J'ai noté au niveau des grosses prises, au niveau des esquives marquantes. On a eu une tentative de senton splash de la part de Bray Wyatt qui était esquivée par Randy Orton, donc il s'est écrasé sur les escaliers. Sinon c'est la seule chose que j'ai vraiment noté. On a eu une tentative de RKO qui n'est pas passée. On a le Sister Abigail qui a été tenté qui n'est pas passé non plus. Ouais, c'était un drôle de match. Enfin, je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais c'est vrai que j'attendais un petit peu mieux, je vais pas vous le cacher. Et donc je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien d'autre à dire. À la fin du match, on a donc Randy Orton qui prenait le dessus, si je me souviens bien, sur Bray Wyatt. Et donc à un moment, on a le petit clip, vous savez, quand Bray Wyatt arrive, qui se lance. Donc les lumières ensuite s'éteignent. Et quand les lumières reviennent, on voit qui? On voit Luke Harper qui confronte Randy Orton dans le ring. Et finalement, donc il est forcément surpris. Et derrière, on a Bray Wyatt qui chope Randy Orton pour lui porter la Sister Abigail. Donc je suis très content de revoir Luke Harper. C'est un catcheur que je trouve vraiment très sous-coté. Très sous-coté. Il mérite bien mieux que ce qu'il a. C'est l'un des peut-être le meilleur big guy actuellement à la WWE. Je le trouve vraiment excellent. Et je pense que je vais pas dire que je suis déçu, mais j'aurais bien voulu qu'il se détache un peu de Bray Wyatt et qu'il ait un run solo. Parce que ouais. Après voilà, franchement je suis content quand même parce que c'est un catcheur que j'aime bien. Et le fait de le revoir ça me fait vraiment plaisir. Après voilà, je suis un petit peu déçu qu'il se détache pas un petit peu de Bray Wyatt. Après le coup du Luke Harper qui intervient pendant un match pour faire gagner
Bray Wyatt, on l'a vu et revu, donc paye ton originalité. Sinon, résultat qui me fait quand même plaisir, la victoire de Bray Wyatt, il en avait vraiment besoin. Sa dernière victoire en pay-per-view à la WWE, remontée je crois à plus d'1 an, donc c'est vraiment très très long. Donc il en avait vraiment besoin, même si c'est pas une victoire clean, je m'en fous, ça lui fait vraiment du bien. Par contre, ouais, le match en lui-même était vraiment pas terrible. J'ai mis 6,5 sur 10. Je me trouve limite même sympa parce que je l'ai vraiment pas trouvé ouf. J'ai été déçu de la qualité du match. Et puis bah surtout, pour moi ça ne méritait absolument pas de clôturer le pay-per-view. Pour moi, je le répète encore une fois, pour moi ça aurait vraiment dû être le Dolph Ziggler Miz. Donc voilà, donc en faisant la moyenne du pay-per-view donc pour No Mercy, donc qui faisait son retour après 8 ans d'absence, eh bien j'ai mis une moyenne de 6,3 sur 10, donc en comptant toutes les notes que j'ai mis au match. Donc alors mon avis donc sur le pay-per-view en lui-même, bah déjà la note pour moi reflète plutôt bien mon avis sur le show. Si je devais mettre une note comme ça, je donnerais ouais du 6,5 gros maximum. Si entre ouais 6 ou 6,5 vraiment pas plus. En fait, je vais donner le même discours que j'ai donné pour Clash of Champions. J'avais pas l'impression d'être en pay-per-view. Il y a beaucoup de matchs pour moi qui faisaient pas pay-per-view. Et niveau, aussi bien au niveau de l'affiche qu'au niveau de la qualité en fait. Les seuls matchs pour moi qui étaient vraiment qualité pay-per-view, c'est le Triple Threat match donc, entre Styles, Cena et Ambrose. Et le match entre Dolph Ziggler et le Miz. Pour moi, c'est les deux seuls matchs qui étaient vraiment dignes d'un pay-per-view. Le Wyatt Orton était correct, mais voilà, ça s'arrête là. Il avait rien d'exceptionnel, loin de là. Le match entre Rhino Slater et les Usos, pareil, il était ok, il était correct, ça s'arrête là. Nikki Bella contre Carmella, vraiment rien de transcendant non plus. Et puis alors les deux pires matchs de la soirée pour moi, c'est le Naomi Alexa Bliss qui était vraiment pas terrible. Et alors le Baron Corbin Jack Swagger. Plus jamais je veux voir ces deux-là s'affronter. Ils ont pas d'alchimie. Et alors les deux dans un ring en même temps, bah ça donne vraiment du caca. En même temps j'ai envie de vous dire, face à Baron Corbin, c'est pas évident. Hein. Même avec Austin Aries contre lui, leur match avait pas été ouf. Donc autant vous dire que pour faire un bon match avec Baron Corbin, je crois que même Styles aurait du mal. Hein. Même Styles je crois aurait du mal. Donc ouais, pauvre Jack Swagger. Mais dans tous les cas, ouais, c'est pas un pay-per-view qui m'a marqué. J'ai quand même préféré Backlash. Là vraiment, ouais, vraiment pas un pay-per-view transcendant pour SmackDown. Et je retire ce que j'ai dit dans ma vidéo pronostic. Je pense qu'Hell in a Cell peut faire mieux que No Mercy. Hein. Franchement, s'ils arrivent à faire pire que No Mercy, ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Donc voilà. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Ce que vous en avez pensé. Quel était selon vous le match de la soirée, le match pour vous le moins bon? Est-ce que vous aussi vous n'avez pas compris le placement des matchs? Est-ce que vous aussi vous auriez mis le match pour le titre intercontinental en main event? Est-ce que vous, ça vous a choqué qu'on ait Bray Wyatt contre Randy Orton en main event? Est-ce que vous aussi vous avez été un petit peu déçu de ce match là? Enfin bref voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait vraiment plaisir et c'est ce qui motive un YouTuber. Donc voilà, on se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, salut tout le monde.